Le 23 octobre 1857, dans la paroisse de Adams, Mississippi, 13 membres de la famille Beauregard périrent dans d'atroces souffrances après le dîner de fiançailles de leur fille cadette. Les autorités conclurent à un empoisonnement aux champignons. Ce qu'elles ne découvrirent jamais, c'est que Clara Dufresne, l'esclave créole qui servait de gouvernante aux enfants, avait orchestré ce massacre avec une patience et une précision qui glacent encore le sang aujourd'hui. Abonnez-vous et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez, car cette histoire vraie mérite d'être connue partout où la justice a été bafouée. Mais avant de comprendre comment une femme réduite en esclavage put anéantir toute une lignée de planteurs, il faut plonger dans les brumes épaisses des bayous du Mississippi, là où les secrets les plus noirs prennent racine dans la boue et les ossements du passé. Car cette histoire de vengeance méthodique nous entraîne dans les méandres d'un système où la barbarie s'habillait de soie et où la mort pouvait surgir du raffinement même qui opprimait les âmes. L'automne 1857 baignait la vallée du Mississippi dans une atmosphère lourde de tension. Les plantations de coton s'étendaient à perte de vue le long du fleuve boueux et Natchez demeurait l'un des ports les plus prospères du Sud. La ville comptait plus de millionnaires par habitant que New York, fortune bâtie sur le sang et la sueur de milliers d'esclaves africains et créoles arrachés à leur terre natale. Les bateaux à vapeur remontaient et descendaient le fleuve dans un balai incessant, leurs cheminées crachant une fumée noire qui se mêlait aux brumes matinales. Sur les quais s'entassaient les balles de coton blanc comme neige, ce roi coton qui finançait les fastes de l'aristocratie sudiste et alimentait les manufactures textiles du Nord et d'Europe. Mais derrière cette prospérité éclatante se cachait un système d'une cruauté inouïe, où des êtres humains étaient réduits à l'état de marchandises et traités avec moins d'égard que le bétail. La plantation Bellevue s'étalait sur près de 3000 hectares en bordure du fleuve. Ces champs de coton ondulants sous les chênes séculaires drapés de mousse espagnole qui donnaient au paysage un aspect gothique et mélancolique. La demeure principale, construite dans le style néoclassique si prisé par l'aristocratie sudiste, dominait le paysage de ses colonnes blanches cannelées et de ses galeries à balustrades ouvragées. Cette façade immaculée, d'une beauté froide et majestueuse, dissimulait les quartiers des esclaves, alignement sinistre de cabanes en bois brut où s'entassaient près de 200 âmes dans des conditions d'une précarité révoltante. Chaque aube voyait se lever cette armée de damnés qui partait au champ dans le silence oppressant de la résignation forcée. Les champs de travail qui rythmaient autrefois les journées avaient cédé la place à un mutisme prudent, car Maître Antoine n'appréciait pas les manifestations de ce qu'il appelait l'insolence nègre. Les contremaîtres blancs, armés de leurs fouets et de leurs chiens, patrouillaient entre les rangées de cotonniers comme des gardiens de bagne, prêts à châtier la moindre défaillance. Maître Antoine Beauregard dirigeait ce petit royaume avec une poigne de fer, dissimulée sous les manières raffinées de la haute société louisianaise. Descendant d'une famille de colons français établie depuis le XVIIIe siècle, il incarnait cette aristocratie plantocratique qui régnait sur le delta du Mississippi, comme les seigneurs d'autrefois sur leurs fiefs. Homme de 45 ans, à la prestance imposante, aux cheveux prématurément argentés et au regard d'acier bleu, il possédait cette assurance tranquille que confère la domination absolue sur autrui. Sa fortune, évaluée à plus de 500 000 $, une somme colossale pour l'époque, faisait de lui l'un des hommes les plus influents de la région. Mais cette richesse était bâtie sur un édifice fragile. Les cours du coton fluctuaient dangereusement, les dettes s'accumulaient pour financer le train de vie fastueux de la famille, et les rumeurs d'abolition qui montaient du Nord menaçaient les fondements mêmes de ce système économique. Antoine possédait cette intelligence froide et calculatrice des hommes d'affaires doublée de cette cruauté raffinée que seule une éducation soignée peut polir. Il lisait Voltaire et Rousseau dans sa bibliothèque lambrissée, dissertait sur les droits naturels de l'homme avec ses invités parisiens, puis descendait au quartier pour faire fouetter un esclave récalcitrant avec la même désinvolture qu'il commandait son thé du matin.
Madame Céleste Beauregard, née Dubois, venait d'une lignée tout aussi prestigieuse de la Nouvelle-Orléans. Femme de 38 ans, d'une beauté froide et d'une piété ostentatoire, elle dirigeait la maisonnée avec la même rigueur impitoyable que son époux appliquait au champ. Ses cheveux châtains toujours impeccablement coiffés en chignon, ses robes de soie aux couleurs sourdes, ses bijoux de famille savamment disposés, tout en elle respirait cette distinction aristocratique qui se voulait l'antithèse de la vulgarité bourgeoise. Céleste avait été élevée dans la conviction inébranlable de sa supériorité raciale et sociale. Pour elle, les esclaves n'étaient que des enfants éternels, incapables de vraie spiritualité ou d'élévation morale qu'il fallait traiter avec une fermeté bienveillante mais inflexible. Cette conception paternaliste, teintée de charité chrétienne de façade, lui permettait de concilier sa foi catholique avec la possession d'autres êtres humains sans éprouver la moindre contradiction morale. Leurs 4 enfants, Augustin l'aîné de 23 ans, Anatole de 21 ans, Célestine de 18 ans et la petite Adélaïde de 16 ans, avaient été élevés dans le culte de leur supériorité raciale et sociale, ignorant tout des souffrances qui finançaient leur existence dorée. Ils évoluaient dans un monde ouaté de gouvernantes, de précepteurs et de domestiques dévoués, où leur moindre caprice était immédiatement satisfait. Augustin, blond et arrogant comme son père, promis à un brillant avenir dans la politique sudiste, incarnait déjà cette morgue hautaine des futurs maîtres. Anatole, plus secret et mélancolique, nourrissait des ambitions littéraires qui l'amenaient parfois à questionner l'ordre établi, mais sans jamais remettre en cause ses privilèges fondamentaux. Célestine, beauté rousse aux yeux verts, était promise à un mariage avantageux avec une famille de planteurs géorgiens. Quant à Adélaïde, la benjamine aux boucles dorées et au sourire angélique, elle était la coqueluche de toute la maisonnée et bénéficiait d'une indulgence qui frisait la gâterie. C'est dans ce microcosme que Clara Dufresne avait grandi comme une ombre parmi les ombres. Née sur la plantation en 1828 d'une mère créole prénommée Séraphine et d'un père inconnu, probablement Édouard Beauregard, l'oncle d'Antoine, mort dans un duel en 1830, elle présentait ce mélange de traits africains et européens qui caractérisait les créoles de couleur. Sa peau café au lait, ses cheveux bouclés d'un châtain doré et ses yeux noisettes pailletés de vert lui conféraient une beauté troublante qui n'échappait à personne et qui, dans sa condition d'esclave, constituait autant une malédiction qu'un atout. Contrairement à la plupart des esclaves de la plantation, Clara avait bénéficié d'une éducation rudimentaire mais soignée. Madame Beauregard, dans un élan de charité chrétienne qu'elle se plaisait à exhiber devant ses invités, avait permis que l'enfant apprenne à lire et écrire pour mieux servir comme gouvernante. Cette décision, qui semblait anodine et même louable dans l'esprit de sa bienfaitrice, allait sceller le destin tragique de toute la famille. Dès l'âge de 10 ans, Clara avait rejoint la domesticité de la grande maison, gravissant progressivement les échelons de la hiérarchie servile jusqu'à devenir la gouvernante attitrée des enfants Beauregard. À 29 ans, elle parlait un français châtié, teinté d'accent créole, maîtrisait les rudiments du latin grâce aux leçons qu'elle suivait discrètement derrière les enfants, et possédait une connaissance intime des habitudes, des faiblesses et des secrets de ses maîtres. Elle évoluait dans la grande maison avec la grâce silencieuse du nombre, invisible aux yeux de ceux qui la considéraient comme un simple meuble animé. Cette invisibilité, cultivée par nécessité, était devenue son arme la plus redoutable. Clara voyait tout, entendait tout, comprenait tout, mais ne trahissait jamais par un regard ou un geste qu'elle saisissait parfaitement les enjeux de ce qui se tramait autour d'elle. Mais derrière ce masque de soumission parfaite, couvait une intelligence acérée et une rage froide que 29 années d'humiliation quotidienne avaient forgé comme on forge un poignard. Clara observait, écoutait, mémorisait. Elle connaissait les querelles conjugales entre Antoine et Céleste, les dettes de jeu secrètes du maître, les liaisons honteuses d'Augustin avec les jeunes esclaves des champs,
les crises mystiques de Célestine et les peurs enfantines d'Adélaïde. Cette connaissance intime de leurs faiblesses humaines deviendrait bientôt son arme la plus redoutable. Car Clara avait compris depuis longtemps que dans ce monde où la force brutale régnait en maître, seule la ruse pouvait permettre aux opprimés de reprendre momentanément l'avantage. Et elle possédait cette forme particulière d'intelligence que développent ceux qui doivent survivre dans l'ombre. Une capacité d'observation aiguisée, une mémoire infaillible des détails significatifs, et surtout, cette patience infinie que seuls connaissent ceux qui n'ont rien d'autre à perdre que leur vie. Tout bascula par un après-midi étouffant de juillet 1857, quand la canicule transformait la plantation en fournaise et que l'air immobile vibrait de chaleur au-dessus des champs de coton. Clara supervisait les leçons de piano d'Adélaïde dans le salon de musique, une pièce fraîche au volet mi-clos où trônait un magnifique Pleyel en acajou rapporté de Paris à grands frais. La fillette massacrait une valse de Chopin avec cette application studieuse des enfants bien élevés quand des éclats de voix inhabituels résonnèrent dans le bureau de maître Antoine, situé juste au-dessus du salon. Clara sentit immédiatement que quelque chose d'important se tramait. Antoine recevait rarement de visiteurs à cette heure de la journée et jamais avec cette agitation dans la voix. « Continue tes gammes, ma chérie », murmura Clara à Adélaïde en lui caressant tendrement les cheveux. « Je reviens dans un instant. » Poussée par une curiosité qui lui avait déjà valu quelques découvertes compromettantes sur la famille, elle se glissa silencieusement dans l'escalier de service et s'approcha discrètement de la porte entrebâillée du bureau. Ce qu'elle découvrit à travers l'entrebâillement allait hanter ses nuits jusqu'à ce funeste octobre et transformer définitivement le cours de son existence. Maître Antoine, en bras de chemise et le visage congestionné par la chaleur et la contrariété, faisait les 100 pas devant la fenêtre comme un fauve en cage. Face à lui, avachi dans un fauteuil de cuir avec une désinvolture provocante, se trouvait Jebediah Stockwell, un marchand d'esclaves de la pire espèce que Clara connaissait de réputation. L'homme, reconnaissable à son visage grêlé par la petite vérole et à ses mains perpétuellement tachées de jus de tabac, incarnait tout ce que l'esclavage avait de plus sordide et vénal. Entre eux, recroquevillé sur une chaise trop grande pour sa frêle silhouette, se trouvait Théodule, un garçon métis de 12 ans, aux traits délicats et aux yeux clairs bordés de longs cils. Clara sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle reconnaissait immédiatement la ressemblance troublante entre l'enfant et Augustin Beauregard, au même âge. Cette même fossette au menton, ces mêmes sourcils arqués, cette même implantation des cheveux sur le front haut. Théodule était le fils de Manon, une belle carteronne qui avait servi dans la grande maison jusqu'à sa mort en couche 3 ans plus tôt. Officiellement, le père était inconnu, mais toute la plantation savait qu'Augustin, alors âgé de 19 ans, s'était épris de la jeune femme au point d'en faire sa maîtresse quasi officielle. Cette liaison, tolérée tant qu'elle restait discrète, était devenue embarrassante après la naissance de l'enfant dont la ressemblance avec les Beauregard ne pouvait tromper personne. Ce gamin devient encombrant, marmonnait Antoine en s'arrêtant devant la fenêtre pour regarder les champs où travaillaient ses esclaves sous le soleil de plomb. Ma femme commence à poser des questions sur sa ressemblance avec notre Augustin. Hier encore, elle m'a fait remarquer qu'il avait exactement les mêmes mains que son fils au même âge. Il faut qu'il disparaisse de la propriété avant que cette ressemblance ne devienne un scandale. Stockwell caressa sa barbe grasse en examinant l'enfant terrorisé avec l'œil expert du marchand de chair humaine. Joli petit créole, effectivement. Beau comme un cœur, ça se vend bien aux plantations de canne de Louisiane. Le travail est dur dans les sucreries, mais ça forge le caractère et ça raccourcit les questions embarrassantes. Je vous en donne 400 $ cash, et dans 6 mois, personne ne se souviendra qu'il a jamais existé. La gorge de Clara se serra quand elle vit Théodule lever vers maître Antoine des yeux suppliants, où perlaient des larmes silencieuses qu'il s'efforçait courageusement de retenir. L'enfant ne comprenait peut-être pas tous les mots échangés au-dessus de sa tête.
mais il saisissait parfaitement qu'on décidait de son sort comme s'il était un cheval ou un outil agricole devenu gênant. Clara connaissait Théodule depuis sa naissance. Elle l'avait vu grandir dans les quartiers, s'épanouir sous la protection relative que lui conférait sa beauté et son intelligence précoce. L'enfant savait lire et écrire. Manon lui avait transmis ce qu'elle-même avait appris dans la grande maison. Et il faisait preuve d'une maturité touchante qui contrastait avec la frivolité des jeunes Beauregard. « Marché conclu », trancha Antoine en serrant la main du marchand d'un geste sec. « Vous l'emmenez cette nuit, discrètement par la porte de service. Je dirai aux autres qu'il s'est enfui dans les bayous et qu'il a probablement été dévoré par les alligators. » Ces histoires d'évasion ratée impressionnent toujours les esclaves et les dissuadent de tenter l'aventure. Stockwell émit un ricanement gras qui révéla ses dents gâtées. « Vous pouvez compter sur ma discrétion, maître Beauregard. Dans mon métier, on apprend vite à tenir sa langue. Et puis, un petit créole de plus ou de moins dans les plantations sucrières, personne n'y fait attention. Ces négriers de Louisiane, ils usent la marchandise jusqu'à l'os, et ils en redemandent toujours. » Clara recula silencieusement, le cœur battant à tout rompre et les jambes tremblantes d'émotion. Elle regagna le salon de musique où Adélaïde continuait ses gammes avec l'insouciance de l'enfance privilégiée. Mais les notes du piano résonnaient désormais à ses oreilles comme un glas funèbre. Cette nuit-là, cachée derrière les magnolias centenaires qui bordaient l'allée principale, Clara regarda Stockwell emmener l'enfant sanglotant dans sa charrette bâchée. La lune gibbeuse éclairait faiblement la scène d'un halo blafard qui donnait à tout un aspect fantomatique. Les roues cerclées de fer s'enfonçaient dans la terre humide avec des craquements sinistres qui résonnaient comme un glas dans le silence oppressant de la nuit sudiste. Théodule, les mains liées dans le dos et un bâillon sur la bouche pour étouffer ses pleurs, disparut dans l'obscurité des bayous comme tant d'autres avant lui. Clara savait qu'elle ne le reverrait jamais. Les plantations sucrières de Louisiane étaient des mouroirs où l'espérance de vie d'un esclave ne dépassait pas 5 ans. L'enfant mourrait dans d'atroces souffrances, loin de tout ce qu'il avait connu, sans même une sépulture décente pour honorer sa mémoire. En regagnant sa cabane, les yeux brûlants de larmes rentrées, Clara sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Pendant des années, elle avait supporté les humiliations quotidiennes, les coups distribués pour un regard jugé insolent, les remarques blessantes sur sa couleur de peau et ses origines mélangées. Elle avait même accepté, la mort dans l'âme, que maître Antoine abuse d'elle quand l'envie lui en prenait, sachant qu'aucune protestation n'était possible et que la résistance ne ferait qu'aggraver son sort. Mais voir un enfant innocent sacrifié sur l'autel de la respectabilité bourgeoise, voir cette cruauté froide et calculée s'exercer contre un être sans défense, dépassait les limites de ce que son âme meurtrie pouvait endurer. Cette nuit marqua la naissance d'un projet aussi patient que meurtrier, aussi méthodique que la barbarie qu'il entendait punir. Clara avait compris qu'elle ne pourrait jamais obtenir justice par les voies légales. Dans ce système où les esclaves étaient privés de tout droit, où leur témoignage ne valait rien devant un tribunal, où leurs bourreaux étaient protégés par des lois conçues pour perpétuer leur domination, seule la vengeance personnelle pouvait rétablir un semblant d'équilibre. Et cette vengeance, Clara la voulait à la hauteur du crime commis, totale, définitive et d'une cruauté raffinée qui égalerait celle de ses oppresseurs. Les semaines qui suivirent le départ de Théodule transformèrent imperceptiblement Clara, sans que personne dans la grande maison ne remarque ce changement subtil mais radical. En surface, rien ne changea. Elle continuait d'exercer ses fonctions avec la même efficacité silencieuse, veillant sur les enfants Beauregard avec un dévouement apparent qui rassurait leurs parents et confirmait leur bonne opinion de leur gouvernante modèle. Mais sous cette façade parfaite de soumission et de dévouement, une métamorphose terrifiante s'opérait jour après jour. Clara développait cette forme particulière de patience que seuls connaissent ceux qui méditent une vengeance définitive.
une capacité à différer la satisfaction immédiate pour construire méthodiquement les fondations d'une justice plus terrible que toutes les punitions légales. Elle commença à fréquenter assidûment Maman Brigitte, une vieille esclave originaire de Saint-Domingue qui vivait retirée dans les quartiers depuis qu'un accident au moulin à sucre l'avait rendue impotente des jambes. Officiellement, elle venait simplement rendre visite à l'ancienne par charité chrétienne, apportant des tisanes et des cataplasmes pour soulager ses rhumatismes. En réalité, elle venait puiser dans la mémoire prodigieuse de cette femme qui avait traversé les révolutions haïtiennes et qui détenait tous les secrets de résistance que 2 siècles d'esclavage avaient accumulés. Maman Brigitte, nonagénaire au visage buriné comme un masque africain et aux yeux encore perçants malgré l'âge, incarnait la mémoire vivante de toutes les rébellions secrètes qui avaient jalonné l'histoire de la plantation. Elle avait connu l'époque héroïque de Toussaint Louverture, vécu les massacres de Saint-Domingue, survécu au terrible voyage vers l'Amérique dans les cales puantes des négriers. Petite, murmurait-elle de sa voix éraillée par l'âge en fixant Clara de ses yeux de braise, les Blancs croient que nous ne savons que casser la canne et cueillir le coton. Ils oublient que nos grands-mères soignaient avec les herbes depuis la nuit des temps, et que qui sait guérir, c'est aussi donner la mort quand la justice l'exige. Elle laissait sa phrase en suspens, mais Clara comprenait parfaitement l'allusion. Les connaissances botaniques, transmises de génération en génération parmi les femmes africaines déportées, incluaient aussi bien les remèdes salvateurs que les poisons mortels. Cette science orale, jalousement gardée et transmise dans le secret des cases, avait permis à bien des esclaves de survivre en soignant discrètement leur maître pour gagner leur confiance, ou en s'en débarrassant quand la situation l'exigeait. Maman Brigitte possédait un grimoire manuscrit unique, écrit dans un mélange de français archaïque, de créole et de dialecte africain, où elle avait consigné pendant des décennies les propriétés de chaque plante, chaque champignon, chaque racine du delta mississippien. Ce livre, soigneusement dissimulé sous une lame de plancher branlante dans un coffret de bois d'ébène, devint progressivement la Bible secrète de Clara. Les pages jaunâtres, couvertes d'une écriture serrée et de dessins botaniques d'une précision surprenante, révélaient un univers de connaissances que l'instruction officielle ignorait superbement. Chaque plante était décrite avec une minutie scientifique. Lieu de croissance, saison de récolte, parties utilisables, dosage, méthode de préparation, effet sur l'organisme humain. Les amanites phalloïdes, chuchotait l'ancienne en caressant une page particulièrement détaillée, poussent dans les endroits humides et ombragés, sous les chênes et les cyprès chauves, quand les pluies d'automne ont nourri la terre. Elles ressemblent aux champignons de Paris que Madame fait venir de la Nouvelle-Orléans pour ses dîners de gala, mais elles portent la mort dans leur chair blanche et innocente. Clara écoutait religieusement, gravant chaque détail dans sa mémoire exceptionnelle. Elle apprit ainsi que les spores d'ergot de seigle, ce champignon parasite qui noircit les épis, provoquaient des convulsions épouvantables et des hallucinations terrifiantes avant d'emporter leurs victimes dans la folie. Que la digitale pourpre, cette belle fleur en forme de clochette qui ornait les jardins créoles, contenait des substances qui faisaient éclater le cœur en quelques heures dans d'atroces souffrances. Elle découvrit que certaines variétés de sumac vénéneux, séchées et réduites en poudre impalpable, pouvaient être mélangées à n'importe quel plat sans altérer son goût ni son apparence. Que les graines de ricin broyées et incorporées à une sauce relevée libéraient une toxine d'une puissance foudroyante, que même les plantes les plus communes recelaient parfois des propriétés mortelles insoupçonnées. Mais c'est sur les amanites que se fixa finalement son choix après des semaines de réflexion méthodique. Ces champignons mortels présentaient l'avantage redoutable d'un délai d'action qui permettrait d'établir un alibi parfait. 3 jours au minimum avant l'apparition des premiers symptômes. 1 semaine pour que la maladie suive son cours inexorable jusqu'à la mort. De plus, leur saveur délicate, proche de celle des champignons comestibles, en faisait l'arme idéale pour un empoisonnement de masse lors d'un grand repas familial. Pendant tout l'été torride de 1857,
Clara explora méthodiquement les zones marécageuses qui bordaient la plantation Bellevue. Officiellement, elle cueillait des herbes médicinales pour soigner les maux bénins des esclaves, migraines, fièvre, troubles digestifs. Une activité non seulement tolérée mais encouragée par Madame Beauregard, qui y voyait une économie appréciable sur les frais de médecin et une preuve supplémentaire de la bonté de sa gouvernance. En réalité, elle cartographiait avec une précision de naturaliste tous les endroits où prospéraient les champignons vénéneux, notant scrupuleusement les variations saisonnières, les conditions climatiques favorables, les signes distinctifs qui permettaient de ne jamais confondre les espèces mortelles avec leurs sosies inoffensifs. Elle découvrit ainsi une clairière secrète, accessible uniquement par un sentier serpentant entre les cyprès chauves et les tupelots géants, où poussaient en abondance les redoutables amanites. L'endroit, perpétuellement noyé dans une pénombre verdâtre filtrée par la canopée, empestait la vase putréfiée et les végétaux en décomposition. Des nuées de moustiques et de mouches l'infestaient, ajoutant à l'aspect cauchemardesque de ce laboratoire naturel de la mort. Clara y retournait chaque semaine, observant avec une patience de scientifique le cycle de vie des champignons mortels, apprenant à distinguer les spécimens les plus toxiques selon leur taille, leur couleur, leur fermeté. Elle perfectionnait ses techniques de cueillette pour éviter tout contact direct avec sa peau, ses méthodes de conservation pour préserver intactes les propriétés vénéneuses, ses protocoles de manipulation pour ne jamais risquer un empoisonnement accidentel. Au fil des semaines, elle accumula un arsenal mortel qu'elle dissimulait dans des bocaux hermétiquement scellés et enterrés près de sa cabane, selon un plan précis qu'elle seule connaissait. Champignons séchés et broyés, poudre concentrée, extraits liquides obtenus par macération, tout était soigneusement préparé selon les recettes millénaires de maman Brigitte et étiqueté dans un code secret que Clara avait mis au point. Mais la jeune femme ne se contentait pas de préparer ses poisons avec cette minutie d'apothicaire. Elle étudiait aussi méthodiquement les habitudes alimentaires de la famille Beauregard, leurs plats préférés, leurs dégoûts alimentaires, leurs allergies connues, leurs horaires de repas, leurs rituels gastronomiques. Elle observait les techniques culinaires de Tante Rose, la cuisinière en chef, une mulâtresse d'âge mûr qui régnait sur les fourneaux avec un savoir-faire reconnu dans toute la région. Clara se porta progressivement volontaire pour aider lors des grands repas, gagnant ainsi accès aux cuisines et à leurs secrets, tout en perfectionnant sa connaissance des us et coutumes gastronomiques de ses futures victimes. Elle apprit ainsi qu'Antoine raffolait du chevreuil en sauce aux champignons sauvages, qu'Augustin ne pouvait résister aux plats épicés qui rappelaient la cuisine créole de sa jeunesse, que Madame Céleste préférait les mets délicats et raffinés qui flattaient sa prétention à l'élégance parisienne. Si cette patience calculatrice vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-nous ce que vous pensez des motivations de Clara. Mais surtout, Clara perfectionnait jour après jour son masque de servante parfaite, développant cette forme suprême d'art dramatique que seuls maîtrisent ceux dont la vie dépend de leur capacité à dissimuler leurs véritables sentiments. Elle souriait aux petites méchancetés d'Adélaïde, supportait sans broncher les remarques humiliantes de Célestine, acceptait avec une résignation apparente les libertés qu'Augustin prenait parfois avec sa personne. Chaque outrage subissait nourrit sa détermination. Quand Madame Beauregard la gifla pour avoir prétendument mal ciré l'argenterie, Clara inclina respectueusement la tête en murmurant « Pardonnez-moi, madame », tout en gravant cet affront dans sa mémoire vengeresse. Quand Augustin la coinça dans l'office pour lui imposer ses caresses répugnantes, elle se laissa faire en pensant aux champignons qui l'attendaient dans leur cachette secrète. Cette duplicité constante forgeait en elle une résistance psychologique d'acier trempé. Clara apprenait l'art redoutable de la dissimulation parfaite, cette capacité à vivre plusieurs vies simultanément, celle de l'esclave soumise que voyant ses maîtres et celle de la justicière impitoyable qui préparait méthodiquement leur destruction. Pendant ces longs mois de préparation, Clara tisqua progressivement autour d'elle un réseau de complicités inavouées. Sans jamais révéler ses véritables intentions, elle cultivait les griefs et les frustrations de plusieurs esclaves de confiance,
semant discrètement les graines d'une révolte potentielle qu'elle pourrait déclencher le moment venu. Il y avait d'abord Samuel Washington, le forgeron de la plantation. Cet homme de 40 ans au physique impressionnant cachait sous sa corpulence massive une intelligence vive et une culture surprenante. Fils d'un affranchi de Virginie qui avait été recapturé et vendu au sud, il savait lire, écrire et possédait des notions d'arithmétique qui en faisaient l'un des esclaves les plus précieux de Bellevue. Samuel avait vu son fils unique, Thomas, vendu l'année précédente pour éponger les dettes de jeu de Maître Antoine. L'enfant de 15 ans, apprenti forgeron prometteur, avait été cédé à un marchand de Charleston qui l'avait emmené vers les plantations de riz de Caroline du Sud, ces enfers aquatiques où l'espérance de vie ne dépassait guère 3 ans. Depuis ce traumatisme, Samuel entretenait une haine sourde mais profonde contre toute la famille Beauregard. Clara avait identifié cette blessure béante et l'entretenait savamment lors de leur conversation fortuite près de la forge. « Votre Thomas était si doué », murmurait-elle en regardant les outils que le garçon avait façonnés. « Il aurait fait un excellent artisan libre. Quelle tragédie qu'il ait été sacrifié pour les caprices d'un joueur invétéré. » Ces mots, prononcés avec une compassion feinte mais efficace, ravivaient la douleur de Samuel et alimentaient sa soif de justice. Clara prenait soin de ne jamais pousser trop loin ses insinuations, laissant l'homme tirer lui-même les conclusions qui s'imposaient sur l'injustice foncière du système qui les opprimait. Puis il y avait Esther Leblanc, la couturière de la grande maison. Cette femme de 35 ans, d'une beauté fanée mais encore troublante, possédait un talent exceptionnel pour la broderie et la confection qui faisait l'admiration de toute la région. Ses robes habillaient Madame Beauregard et ses filles lors des grandes occasions, et sa réputation s'étendait jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Mais derrière ce statut privilégié se cachait un drame personnel qui rongeait Esther de l'intérieur. Sa fille de 15 ans, Violette, avait été honorée des attentions nocturnes d'Augustin Beauregard. Ces viols répétés, que le jeune maître considérait comme un droit naturel sur sa propriété humaine, avaient brisé psychologiquement l'adolescente, qui sombrait progressivement dans une mélancolie inquiétante. Clara avait observé avec attention la détérioration progressive des rapports entre la mère et le fils aîné des Beauregard. Esther ne pouvait rien dire, ne pouvait rien faire pour protéger sa fille, sans risquer des représailles terribles pour toute sa famille. Mais son regard lançait des éclairs de haine pure chaque fois qu'Augustin paraissait dans son atelier, et Clara savait qu'elle pouvait compter sur cette rage maternelle quand l'heure de la vengeance sonnerait. Enfin, il y avait Josiah Freeman, le palefrenier en chef. Homme de 42 ans d'une intelligence remarquable, il avait appris à lire en secret grâce à un méthodiste abolitionniste qui avait séjourné quelques mois sur la plantation avant d'être chassé par Antoine. Depuis, Josiah collectionnait tous les journaux et pamphlets anti-esclavagistes qui tombaient entre ses mains, se tenant au courant des débats politiques qui agitaient le pays. Cet homme nourrissait des rêves de liberté qui dépassaient largement sa condition personnelle. Il parlait parfois à Clara, en termes voilés, d'un réseau clandestin qui aidait les esclaves fugitifs à remonter vers le nord et le Canada. Il évoquait des amis, à Natchez, qui pourraient faciliter une évasion collective si l'occasion se présentait. Clara écoutait ces confidences avec un intérêt croissant, comprenant qu'elle pourrait utiliser ses connexions secrètes pour couvrir sa propre action. Un mouvement de fuite générale, déclenché au bon moment, créerait la confusion nécessaire pour masquer le véritable objet de son entreprise vengeresse. Au fil des semaines, ces 3 hommes et ces 2 femmes formèrent progressivement, sans en avoir pleinement conscience, les piliers d'un complot qui les dépassait largement. Clara orchestrait leurs griefs individuels comme un chef d'orchestre manie ses instruments, les amenant doucement vers un crescendo qui culminerait le soir du banquet fatidique. L'occasion tant attendue se présenta à la fin septembre, quand Madame Beauregard annonça en grande pompe les fiançailles d'Adélaïde avec Cyprien Badeau, fils d'une famille de planteurs de bâtons rouges. L'union,
négocié comme un traité commercial entre deux dynasties, apporterait aux Beauregard les liquidités nécessaires pour éponger leurs dettes et consolider leur position sociale. Clara accueillit cette nouvelle avec un calme parfait qui masquait une exaltation féroce. Enfin, l'occasion rêvée se présentait. Un grand dîner réunissant toute la famille et ses alliés. Un menu raffiné qui justifierait l'usage de champignons sauvages. Et surtout une atmosphère de liesse qui endormirait la méfiance de ses victimes. « Quel bonheur pour notre chère Adélaïde !» murmura-t-elle à Madame Beauregard avec cette déférence parfaite qu'elle avait cultivée pendant des années. Monsieur Cyprien semble être un parti excellent. La famille sera si fière de célébrer cette union. En effet, Clara, répondit Céleste avec cette condescendance bienveillante qu'elle réservait à ses domestiques favoris. Ce sera l'événement social de l'automne. Je compte sur vous pour que tout soit parfait. Votre dévouement envers notre famille a toujours été exemplaire. Ces mots, destinés à la flatter, résonnaient aux oreilles de Clara comme une ironie cruelle. Son dévouement allait effectivement être exemplaire, mais d'une manière que Madame Beauregard n'imaginait pas dans ses pires cauchemars. Les préparatifs du grand dîner de fiançailles transformèrent la plantation Bellevue en une ruche bourdonnante d'activités fébriles. Madame Beauregard déploya un luxe ostentatoire qui devait éblouir les badauds et confirmer le rang social des Beauregard parmi l'élite plantocratique du Mississippi. Aucune dépense ne fut épargnée pour faire de cette soirée un événement mémorable dans les annales mondaines de Natchez. Le menu, élaboré avec un soin maniaque digne des plus grandes tables européennes, comprenait 12 services d'un raffinement exquis. Potage à la tortue des bayous, saumon du fleuve sauce hollandaise aux herbes fines, canard laqué aux cerises de Virginie, chevreuil rôti aux champignons sauvages accompagné de sa garniture automnale, et une dizaine d'autres mets destinés à faire impression sur les invités les plus blasés. Clara nota avec une satisfaction secrète que le plat de résistance, le fameux chevreuil aux champignons, offrait l'opportunité parfaite pour son projet homicide. Ce mets, spécialité de tante Rose héritée de sa grand-mère créole, était traditionnellement réservé aux occasions les plus solennelles et exigeait l'usage de champignons sauvages cueillis dans les bayous environnants. « Clara, ma chère », lui dit Madame Beauregard en inspectant minutieusement les préparatifs dans la cuisine qui grouillait d'activité, « je compte absolument sur vous pour superviser la cueillette des champignons. Vous connaissez les bois mieux que personne, et tante Rose m'assure que vous avez un œil infaillible pour distinguer les bonnes espèces des mauvaises. Notre réputation culinaire en dépend. » L'ironie tragique de cette demande arracha à Clara un sourire qui glaça le sang de Jupiter, le jeune esclave qui l'accompagnait. Comment madame pouvait-elle deviner qu'elle confiait la vie de sa famille à celle-là même qui avait juré sa perte? Cette confiance aveugle dans la loyauté de ses esclaves illustrait parfaitement l'arrogance suicidaire de la classe dominante sudiste. « Bien sûr, madame », répondit Clara avec cette déférence parfaite qu'elle avait perfectionnée au fil des années. « Je connais effectivement un endroit secret dans les bayous où poussent les champignons les plus délicats. Votre dîner sera absolument mémorable, je vous en donne ma parole. » Ces mots, chargés d'un double sens que seule Clara saisissait, scellaient définitivement le sort de la famille Beauregard. Le piège se refermait avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie, et les victimes participaient elles-mêmes à l'orchestration de leur propre destruction. Les jours précédant le banquet, Clara mit en place un plan d'une complexité diabolique qui tenait compte de tous les paramètres possibles. Elle recruta discrètement ses complices involontaires parmi les esclaves de la plantation, non pas en révélant ses intentions meurtrières, ce qui aurait risqué de faire échouer l'entreprise, mais en jouant subtilement sur leurs griefs et leurs frustrations accumulées. À Samuel, elle parla de justice pour les enfants vendus et séparés de leur famille. « Le jour viendra », murmurait-elle en regardant les outils forgés par son fils disparu, « où tous ces crimes devront être payés. Les oppresseurs croient échapper éternellement aux conséquences de leurs actes, mais la justice divine finit toujours par triompher. » À Esther, elle évoqua la protection nécessaire des jeunes filles contre les prédateurs en habits de soie.
Nos filles ne sont pas en sécurité tant que certains croient pouvoir disposer de leur corps comme bon leur semble, glissait-elle en observant le regard hanté de la pauvre Violette. Il faudra bien qu'un jour quelqu'un ait le courage de dire « assez ». À Josiah, elle parlait de liberté à conquérir et d'opportunité à saisir. « Les temps changent », chuchotait-elle en désignant furtivement les journaux abolitionnistes qu'il dissimulait sous la paille de l'écurie. Bientôt, il faudra choisir son camp. Ceux qui auront le courage d'agir quand l'heure sonnera seront libres, les autres resteront esclaves à vie. Aucun de ses complices involontaires ne connaissait l'étendue réelle du complot, mais tous acceptèrent de jouer leur rôle dans ce qu'ils croyaient être une simple évasion collective organisée pour la nuit du banquet. L'effervescence des préparatifs et l'affluence des domestiques empruntés aux plantations voisines créeraient une confusion idéale pour masquer leur fuite. Le soir du dîner, expliquait Clara lors d'une réunion secrète dans l'ancienne sucrerie abandonnée, un bâtiment en ruine qui servait de point de rassemblement discret. La maison sera pleine d'invités et de serviteurs étrangers. La surveillance sera relâchée et personne ne remarquera nos mouvements. Samuel, vous préparerez discrètement les chevaux et la barque pour traverser le fleuve. Esther, vous rassemblerez les femmes et les enfants près des quartiers sous prétexte d'une veillée de couture. Josiah, vous vous occuperez des papiers de liberté que nous avons contrefaits et des contacts avec vos amis de Natchez. Ce que Clara omettait soigneusement de préciser, c'est qu'une fois les Beauregard empoisonnés, le chaos et l'épouvante qui s'ensuivraient offriraient une couverture parfaite pour l'évasion des autres esclaves. Mais elle-même n'avait nullement l'intention de fuir. Son destin était désormais inexorablement lié à celui de ses bourreaux dans une danse macabre dont elle serait la seule survivante consciente. La veille du dîner fatidique, Clara se rendit une dernière fois dans sa clairière secrète pour procéder à la cueillette définitive. Accompagnée de Jupiter et de 2 autres esclaves chargés de porter les paniers d'osier, elle pénétra dans ce sanctuaire de la mort, avec la solennité d'une prêtresse accomplissant un rite sacré. L'endroit baignait dans cette atmosphère oppressante qui caractérise les marécages d'automne. Les cyprès chauves dressaient leurs silhouettes fantomatiques dans la brume matinale, leurs racines aériennes émergeant de l'eau stagnante comme des tentacules préhistoriques. L'air empestait la décomposition végétale et grouillait d'insectes qui ajoutaient leur bourdonnement sinistre à cette symphonie de désolation. « Ces champignons-là, mademoiselle Clara ?» demanda naïvement Jupiter, en désignant un bouquet d'amanites particulièrement vénéneuses qui luisaient d'un éclat nacré sous les rayons obliques du soleil. « Ils sentent drôle, pas comme les autres. Vous êtes bien sûr qu'ils sont bons pour la cuisine ? Certains champignons ont effectivement une odeur forte quand ils sont frais, répondit Clara avec un calme olympien qui masquait l'accélération de son pouls. Mais une fois cuits avec les épices créoles et le vin de Bordeaux, ils développent un arôme délicat qui fait la réputation de notre cuisine. Maman Brigitte m'a enseigné tous leurs secrets. Elle sépara habilement sa récolte en 2 lots distincts. Des champignons parfaitement comestibles pour garnir les paniers de ses assistants innocents, et les spécimens mortels qu'elle dissimula dans un sac séparé qu'elle portait elle-même. Cette précaution lui permettrait d'éviter tout empoisonnement accidentel de ses complices involontaires. De retour à la plantation, elle s'arrangea pour être seule au moment crucial de préparer sa contribution au festin de mort. Dans sa cabane, à la lueur vacillante d'une chandelle de suif qui projetait des ombres dansantes sur les murs de planches brutes, Clara procéda à la préparation finale de ses armes chimiques avec la minutie d'un apothicaire et la concentration d'un chirurgien. Elle avait étudié chaque étape du processus dans le grimoire de maman Brigitte, répété mentalement chaque geste jusqu'à atteindre une précision chirurgicale. Ses mains ne tremblaient pas. Son esprit était d'une lucidité cristalline, et son cœur battait avec le rythme régulier de celui qui accomplit enfin sa destinée. D'abord, elle sépara soigneusement les parties les plus toxiques des champignons mortels, le chapeau gorgé d'amatoxine et le pied où se concentraient les poisons les plus virulents. Puis, elle les découpa finement
selon un calibrage précis, imitant parfaitement la taille et la forme des champignons comestibles qu'utiliserait Tante Rose pour son célèbre ragoût. Enfin, elle prépara un mélange d'épices créoles savamment dosées, thym sauvage, feuilles de laurier, paprika doux, ail des bois, poivre de Cayenne, destiné à masquer le goût légèrement amer des amanites et à renforcer l'illusion d'un assaisonnement traditionnel. Le tout fut conditionné dans un petit pot d'argile vernissé, semblable à ceux qu'utilisait habituellement la cuisinière, avec une étiquette rédigée de sa plus belle écriture: champignons spéciaux pour le chevreuil, recette ancestrale de maman Brigitte. Cette attention aux détails témoignait de la méticulosité terrifiante avec laquelle Clara avait orchestré son œuvre de mort. Le 23 octobre 1857 se leva dans une atmosphère d'excitation fébrile qui contrastait cruellement avec le drame qui allait se nouer avant la tombée de la nuit. Dès les premières lueurs de l'aube, la plantation Bellevue grouillait d'une activité frénétique qui transformait la propriété en un véritable théâtre d'opérations. Les domestiques empruntés aux propriétés voisines arrivaient par groupes en calèches et charrettes, apportant avec eux leurs ustensiles spécialisés et leurs recettes secrètes. Les cuisines fumaient comme des forges industrielles, dégageant des arômes complexes qui se mêlaient dans l'air matinal. La grande maison était métamorphosée par une armée de cireurs, de fleuristes et de décorateurs qui s'affairaient à créer un décor digne des fastes versaillais. Clara évoluait au milieu de ce chaos organisé, avec une sérénité qui tranchait violemment sur l'agitation générale. Vêtue de sa plus belle robe d'indienne bleue, ornée de dentelles blanches, un madras soigneusement noué sur ses cheveux bouclés selon la tradition créole, elle incarnait l'image parfaite de la servante dévouée, supervisant les derniers détails avec un professionnalisme exemplaire. Vers midi, les premiers invités commencèrent à arriver dans un déploiement de luxe qui témoignait de l'importance sociale de l'événement. Les badauds au grand complet, parents, oncles, tantes, cousins et alliés, débarquèrent de leurs calèches dans un nuage de poussière dorée et de parfums capiteux importés de Paris. Leurs équipages, leurs livrées, leurs toilettes, tout concourait à créer une atmosphère de faste aristocratique qui flattait l'orgueil des Beauregard. Cyprien Badaud, le fiancé, était un jeune homme de 24 ans à la pâleur maladive et aux manières affectées qui regardait sa future épouse comme un collectionneur contemple un bibelot précieux destiné à orner son salon. Grand, mince, les cheveux blonds plaqués au macassar et la moustache finement taillée selon la mode parisienne, il incarnait cette élégance décadente de l'aristocratie plantocratique en déclin. Clara observa ce spectacle avec un détachement glacial qui la surprit elle-même, songeant que dans quelques heures, toute cette comédie sociale s'achèverait dans l'horreur et l'épouvante. Ces gens qui paradaient dans leur soie et leurs dentelles, qui papillonnaient de groupe en groupe en échangeant des mondanités creuses, ignoraient qu'ils assistaient aux dernières heures de leur existence dorée. L'après-midi s'écoula en visite guidée de la propriété, conversations mondaines sur les cours du coton et les dernières nouvelles politiques de Washington, et préparatifs de dernière minute qui mobilisaient toute la domesticité. Clara profita de cette effervescence pour effectuer plusieurs reconnaissances dans les cuisines, mémorisant l'emplacement exact de chaque casserole, chaque ingrédient, chaque ustensile dans cette géographie culinaire qu'elle devait maîtriser parfaitement. Elle devait frapper au moment précis où Tante Rose incorporerait les champignons au ragoût de chevreuil, et elle ne pouvait se permettre la moindre erreur de timing ou de manipulation. Tout dépendait de sa capacité à substituer ces champignons mortels aux spécimens inoffensifs sans éveiller les soupçons de la cuisinière expérimentée. Vers 5 heures, alors que les ombres commençaient à s'allonger dans la cour d'honneur et que la lumière oblique du soleil couchant dorait les colonnes de la grande maison, Clara reçut le signal qu'elle attendait avec une impatience contenue. Tante Rose l'envoyait chercher les fameux champignons spéciaux pour commencer la préparation du plat principal qui constituerait le clou du banquet. « Dépêche-toi, fille !» grommela la vieille cuisinière en essuyant ses mains couvertes de graisse sur son tablier maculé.
Maître Antoine veut que son chevreuil soit absolument parfait pour impressionner la famille de sa future bru. Et ces champignons de ton maman Brigitte, paraît qu'ils donnent un goût qu'on trouve nulle part ailleurs dans tout le Mississippi. J'y cours immédiatement, tante Rose, répondit Clara en cachant son émotion derrière un masque de zèle professionnel. Ils sont prêts depuis ce matin, assaisonnés selon la recette ancestrale. Elle se dirigea vers sa cabane d'un pas rapide mais mesuré, croisant au passage Samuel qui sellait discrètement les chevaux près des écuries. Le forgeron lui adressa un regard entendu, accompagné d'un hochement de tête presque imperceptible. Tout était prêt pour l'évasion collective qui devait masquer la véritable nature de l'opération. Esther, de son côté, avait réuni une douzaine de femmes et d'enfants près des quartiers, prétextant une séance de couture collective pour confectionner des vêtements d'hiver. Ce rassemblement, parfaitement naturel et innocent en apparence, permettrait une fuite organisée dès que le signal serait donné. Josiah patrouillait discrètement autour de la propriété, vérifiant les voies d'accès et les points de surveillance, prêt à déclencher l'alerte qui précipiterait l'exode général vers les bateaux cachés dans les méandres du fleuve. De retour dans sa cabane, Clara saisit le pot d'argile qui contenait sa mixture mortelle avec des gestes d'une précision liturgique. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur battait à un rythme régulier et son esprit était d'une lucidité cristalline qui lui donnait l'impression de vivre ces instants avec une acuité surnaturelle. 29 années d'humiliation et de souffrance avaient forgé cette détermination implacable qui la portait vers l'accomplissement de sa vengeance. Chaque gifle reçue, chaque viol subi, chaque injustice endurée avait ajouté une strate supplémentaire à cette cuirasse de haine qui la rendait insensible aux doutes et aux remords. En ressortant de sa cabane, elle croisa le regard de maman Brigitte, assise sur le seuil de sa propre case, dans son fauteuil d'osier délabré. La vieille femme ne dit rien, mais ses yeux fatigués exprimaient une compréhension profonde et une approbation silencieuse qui valait toutes les bénédictions. 2 siècles de résistance secrète, de révoltes étouffées et de vengeances individuelles culminaient en cet instant solennel. Les ancêtres africains, les générations d'esclaves morts dans l'anonymat et l'oubli, tous ces fantômes du passé semblaient converger vers Clara pour guider sa main vengeresse. Les cuisines baignaient dans une atmosphère de fournaise industrieuse qui évoquait les ateliers de Vulcain. Tante Rose supervisait une douzaine d'assistants qui s'affairaient autour des fourneaux, des rôtissoirs et des tables de préparation dans un ballet parfaitement orchestré. L'odeur du chevreuil rôti se mêlait au parfum des épices créoles dans un bouquet olfactif qui aurait dû être festif, mais qui prenait dans l'esprit de Clara des connotations funèbres. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama la cuisinière en voyant arriver Clara. « Montre-moi donc ces champignons miraculeux dont tu me rebats les oreilles depuis ce matin. » Clara tendit le pot avec un sourire angélique qui masquait l'accélération de son pouls. Maman Brigitte les a préparés selon une recette de sa grand-mère de Saint-Domingue, celle-là même qui cuisinait pour les grands planteurs français avant la Révolution. Elle m'a dit que c'était un secret qui se transmettait de mère en fille depuis l'époque des premiers colons. Tante Rose ouvrit le récipient et huma le contenu avec l'expertise d'une professionnelle aguerrie aux subtilités de la cuisine créole. L'odeur complexe des épices masquait parfaitement celle, plus subtile mais caractéristique, des amanites préparées selon les techniques ancestrales. « Ça sent effectivement très bon », approuva-t-elle en hochant la tête. « Ce mélange d'épices, je ne l'avais jamais senti. Tu peux les incorporer directement dans la sauce ? Le chevreuil est déjà en train de mijoter dans le grand chaudron. »« Bien sûr, tante Rose. C'est exactement comme ça qu'il faut procéder pour que les parfums se mélangent harmonieusement et que le goût pénètre bien la viande. » Clara s'approcha du grand chaudron en fonte où mijotait le ragoût de chevreuil dans un bouillon parfumé au vin rouge de Bordeaux et aux herbes de Provence. La vapeur qui s'en dégageait lui caressa le visage comme un souffle prophétique chargé d'augures funestes. Dans quelques instants, l'irréparable serait accompli et rien au monde ne pourrait plus arrêter la machine de mort qu'elle avait patiemment construite.
D'un geste fluide et naturel, comme elle l'avait répété mentalement des centaines de fois, elle versa le contenu du pot dans la sauce bouillonnante. Les champignons vénéneux se mélangèrent instantanément aux autres ingrédients, devenant indiscernables dans la masse brune et odorante du ragoût qui exhalerait bientôt ses parfums mortels dans la salle à manger. Clara remua lentement avec une grande cuillère en bois d'olivier, veillant à bien répartir le poison mortel dans toute la préparation, tout en affichant la concentration professionnelle d'une cuisinière soucieuse de la perfection de son plat. Chaque mouvement de la cuillère diffusait les toxines dans l'ensemble de la sauce, garantissant que chaque portion servirait égalitairement la mort aux convives. « Parfait !» commenta tante Rose, en goûtant la sauce sur le bout d'une petite cuillère d'argent. Ce goût de champignons sauvages, c'est exactement ce qu'il fallait pour relever le gibier. Cette recette de ta maman Brigitte va faire sensation. Madame sera aux anges. Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine en voyant la cuisinière porter à ses lèvres cette cuillère empoisonnée. Mais elle se rappela aussitôt les enseignements de maman Brigitte. Les Amanites avaient besoin de temps et de quantité pour libérer leurs toxines mortelles. Une simple gouttée de sauce ne suffirait pas à tuer, même si elle contribuerait sans doute à l'empoisonnement général de quiconque participerait au festin macabre. « Je vais surveiller attentivement la cuisson », proposa Clara avec un dévouement apparent qui dissimulait sa satisfaction secrète. « Vous avez tant d'autres choses importantes à préparer pour ce dîner exceptionnel. » « C'est gentil, fille. Attention que ça n'attache pas au fond du chaudron et remue de temps en temps pour que la sauce reste onctueuse et homogène. » Clara acquiesça et prit position devant le chaudron fatal, jouant son rôle de servante consciencieuse jusqu'au bout de cette macabre comédie. Autour d'elle, l'activité culinaire battait son plein dans l'ignorance totale de la tragédie qui se préparait. Les autres cuisiniers s'affairaient avec entrain, persuadés de participer à un moment de bonheur familial et de célébration joyeuse. L'ironie de la situation n'échappait pas à Clara. Ces mêmes personnes qui l'avaient réduite en esclavage, qui avaient vendu ses enfants adoptifs, qui avaient violé sa dignité pendant des décennies, allaient maintenant déguster avec délectation l'instrument de leur propre destruction. La justice, si longtemps différée, allait enfin s'accomplir par leurs propres mains. Vers 7 heures, les premières cloches sonnèrent pour annoncer que le dîner serait bientôt servi dans la grande salle à manger. Clara aida méthodiquement à dresser les plats sur d'immenses plateaux d'argent massif ciselés, disposant elle-même les portions de chevreuil avec un soin méticuleux qui frisait la vénération religieuse. Chaque assiette contenait sa part de mort, soigneusement nappée de sauce empoisonnée et garnie de légumes printaniers qui ajoutaient à l'ensemble un aspect appétissant et inoffensif. Les champignons mortels, parfaitement intégrés à la préparation, ne se distinguaient en rien des accompagnements traditionnels de ce plat de prestige. Clara contempla son œuvre avec la satisfaction du maître d'œuvre contemplant un monument achevé. 13 assiettes pour 13 victimes, toute la famille Beauregard et leurs principaux invités. 13 portions de justice différées qui allaient enfin rendre à ces oppresseurs la monnaie de leur cruauté séculaire. La salle à manger de Bellevue resplendissait sous les feux de centaines de bougies de cire d'abeille qui transformaient la pièce en un écrin doré digne des fastes versaillais. La longue table d'acajou massif, héritée des premiers colons Beauregard, ployait sous le poids de la vaisselle de Sèvres aux armoiries familiales, de l'argenterie ciselée par les meilleurs orfèvres parisiens et des cristaux de baccarat que Madame Beauregard réservait jalousement aux grandes occasions. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours selon l'étiquette stricte de l'aristocratie sudiste, bavardaient avec cette animation mondaine qui caractérise les classes dominantes en représentation. Les hommes arboraient leurs habits noirs à queue de pie, leurs gilets de soie brodés et leurs cravates immaculées, tandis que les femmes déployaient un arsenal de soie chatoyante, de dentelles précieuses et de bijoux de famille qui témoignaient de leur rang social. Clara évoluait parmi les convives, avec la grâce silencieuse d'un fantôme bienveillant, supervisant le service avec une attention qui impressionnait même Madame Beauregard.
Personne ne pouvait deviner qu'elle assistait en réalité aux derniers instants d'insouciance de ses victimes, savourant secrètement cette ironie suprême qui faisait d'elle l'orchestratrice invisible de leur destin. Maître Antoine trônait en bout de table dans son habit noir de cérémonie, orné de ses décorations honorifiques, savourant visiblement son rôle de patriarche magnifique, président aux destinées de sa lignée. À sa droite, Monsieur Badeau père, un homme corpulent aux favoris grisonnants et au ventre rebondi, dissertait sur les cours du coton avec l'assurance satisfaite de celui qui possède 50 000 acres de terre et autant d'esclaves. Madame Beauregard, resplendissante dans sa robe de soie bordeaux rehaussée de broderies dorées, papillonnait de convive en convive avec le sourire figé de la parfaite maîtresse de maison soucieuse que chaque détail contribue à la réussite de cette soirée mémorable. Ses bijoux, parures de rubis et diamants hérités de sa grand-mère créole, captaient la lumière des chandelles et projetaient des reflets sanglants sur sa gorge nacrée. Les enfants Beauregard jouaient leur partition avec la distinction acquise depuis l'enfance dans ce théâtre permanent de la supériorité sociale. Augustin, 23 ans, blond et arrogant comme son père, racontait ses exploits de chasse avec cette suffisance caractéristique des jeunes planteurs qui considèrent le monde comme leur terrain de jeu personnel. Anatole, plus discret mais non moins satisfait de sa condition, étalait sa culture littéraire en citant Lamartine et Chateaubriand avec l'à-propos calculé de celui qui veut impressionner par son raffinement intellectuel. Célestine, beauté rousse aux yeux verts pailletés d'or, minaudait avec ses prétendants en déployant l'arsenal de séduction de la jeune fille de bonne famille en quête d'un mariage avantageux. Quant à Adélaïde, la benjamine aux boucles dorées et au sourire angélique, elle rayonnait de bonheur en contemplant son fiancé avec cette adoration naïve des premières amours aristocratiques. Cyprien Badeau, pâle et distingué dans son habit de soie noire, lui rendait ses regards avec la galanterie apprise des jeunes gens de son milieu. L'atmosphère de liesse qui régnait dans la salle contrastait cruellement avec les préparatifs sinistres qui se déroulaient en coulisses. Pendant que les convives savouraient leur hors-d'œuvre en échangeant des plaisanteries, Samuel terminait discrètement de sceller les chevaux de l'évasion collective. Esther rassemblait les derniers effets personnels des fugitifs potentiels. Josiah vérifiait une ultime fois les embarcations cachées dans les méandres du fleuve. Tous ces préparatifs de fuite paraissaient dérisoires à Clara, qui savait que dans quelques heures, aucune autorité ne serait plus en état de les poursuivre. Mais elle laissa faire, comprenant que cette agitation donnerait à son crime l'apparence d'un soulèvement général d'esclaves, plutôt que celle d'une vengeance personnelle méthodiquement orchestrée. Vers 8h30, au moment précis où l'animation atteignait son paroxysme, les domestiques commencèrent le service du plat principal. Clara suivit des yeux chaque assiette de chevreuil empoisonné qui quittait les cuisines pour rejoindre la salle à manger, comptant mentalement les portions comme un général compte ses munitions avant la bataille décisive. « Mes chers amis », déclama Antoine en se levant pour porter un toast solennel, « permettez-moi de lever mon verre à l'union de nos deux familles et à la prospérité de nos lignées. Que cette alliance soit bénie par la Providence et qu'elle contribue à maintenir les traditions qui ont fait la grandeur du Sud. À l'union des Beauregard et des Badeau. » Reprirent en chœur les convives en levant leurs verres de cristal dans un carillon joyeux. Clara observa cette cérémonie avec un détachement glacial, songeant que ces mêmes voix qui célébraient l'amour et l'union familiale seraient bientôt transformées en râles d'agonie. Cette ironie suprême donnait à la scène une dimension tragique digne des plus grands dramaturges. Les convives attaquèrent leur chevreuil avec l'appétit de gens habitués au plaisir de la table et soucieux de faire honneur au savoir-faire culinaire de leurs hôtes. Chaque bouchée ingérée rapprochait inexorablement le dénouement fatal, et Clara comptait mentalement les portions consommées comme elle avait compté les grains d'un chapelet mortel. « Ce chevreuil est absolument délicieux », s'extasia Madame Badeau en portant à ses lèvres une bouchée particulièrement généreuse. Cette sauce aux champignons a un goût que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Votre cuisinière est vraiment une artiste. Nous avons effectivement la chance d'avoir une équipe culinaire exceptionnelle.
répondit Céleste avec cette fierté de propriétaire satisfaite de ses possessions. Clara, notre gouvernante, a supervisé personnellement la cueillette des champignons selon une recette secrète de nos esclaves créoles. Ces traditions ancestrales donnent à nos plats une saveur incomparable. En entendant son nom prononcé avec cette condescendance bienveillante, Clara inclina respectueusement la tête tout en savourant intérieurement l'ironie de la situation. Si Madame Beauregard savait que sa chère Clara venait d'orchestrer minutieusement l'empoisonnement de toute sa famille, son sourire satisfait se transformerait en expression d'épouvante. Le repas se poursuivit dans la bonne humeur générale, ponctué de compliments sur la qualité exceptionnelle du service et de la cuisine. Les conversations roulaient sur les sujets habituels de l'aristocratie plantocratique, les dernières nouvelles politiques de Washington, les cours du coton et du sucre, les mariages en projet dans les familles alliées, les acquisitions foncières envisagées. Personne ne remarqua le sourire énigmatique qui effleurait parfois les lèvres de Clara, ni l'éclat particulier de ses yeux noisettes quand elle contemplait les assiettes qui se vidaient progressivement de leur contenu mortel. La vengeance qu'elle avait si patiemment préparée s'accomplissait enfin, et chaque bouchée avalée par ses bourreaux constituait un pas de plus vers la justice tant attendue. Vers 10 heures, alors que les convives terminaient leur plat principal et s'apprêtaient à déguster les desserts traditionnels, Clara donna discrètement le signal convenu à ses complices involontaires. Un simple geste de la main, aperçu par Samuel, à travers la fenêtre de la salle à manger, déclencha la séquence d'évasion qui allait masquer les véritables enjeux de cette nuit historique. En quelques minutes, une trentaine d'esclaves disparurent silencieusement dans l'obscurité des bayous, emportant avec eux leurs maigres possessions et leurs espoirs de liberté. Cette fuite collective, parfaitement orchestrée, ne serait découverte qu'au matin par les contremaîtres, créant une confusion idéale pour camoufler les circonstances exactes de la tragédie qui allait frapper la grande maison. Mais Clara, elle, resta à son poste. Son destin n'était pas de fuir vers une hypothétique liberté, mais d'assister jusqu'au bout à l'accomplissement de sa vengeance et d'en savourer chaque instant avec la satisfaction féroce de celle qui a enfin rendu coup pour coup. Les premiers symptômes apparurent vers minuit, soit 3 heures après l'ingestion des champignons mortels. Conformément aux prédictions de maman Brigitte, l'empoisonnement commença par des troubles digestifs bénins que les convives attribuèrent d'abord à un excès de bonne chair. « Je ne me sens pas très bien », murmura d'abord Adélaïde en portant la main à son estomac. « J'ai comme des crampes, c'est sans doute parce que j'ai trop mangé. »« Moi aussi, ma chérie », répondit son fiancé en desserrant discrètement son col. « Cette cuisine créole est délicieuse, mais elle est peut-être un peu lourde pour nos estomacs parisiens. » Progressivement, les malaises se généralisèrent. Nausées, vertiges, crampes abdominales. Tous les convives qui avaient consommé le chevreuil empoisonné commencèrent à ressentir les premiers effets des amatoxines qui s'attaquaient méthodiquement à leurs organes vitaux. Antoine, pourtant habitué aux excès de table, fut le premier à s'inquiéter vraiment de l'évolution de son état. « Cette indisposition devient préoccupante », déclara-t-il en se levant difficilement de sa chaise. « Peut-être devrions-nous faire appeler le docteur Fabien. »« Excellente idée, mon cher Antoine », approuva M. Badeau dont le teint virait au verdâtre. « Mes filles et moi ressentons les mêmes troubles. Il vaut mieux prendre des précautions. » Mais il était déjà trop tard. Les toxines des amanites phalloïdes avaient commencé leur œuvre de destruction systématique, s'attaquant au foie et aux reins avec une efficacité implacable. Aucun médecin au monde, même averti immédiatement, n'aurait pu enrayer le processus mortel enclenché par l'ingestion des champignons vénéneux. Clara assista à cette dégradation progressive avec une satisfaction glaciale qui l'effrayait elle-même. Voir ses bourreaux payer enfin le prix de leurs crimes lui procurait une jouissance vengeresse qu'elle n'avait jamais imaginée aussi intense. Chaque gémissement de douleur résonnait à ses oreilles comme une note de musique dans cette symphonie de justice différée.
Les heures qui suivirent transformèrent la demeure aristocratique en un véritable hôpital de campagne. Le docteur Fabien, mandé en urgence, diagnostiqua d'abord une intoxication alimentaire classique et prescrivit les remèdes habituels, diète, tisane, saignée modérée. Mais l'aggravation continue de l'état des malades lui fit rapidement comprendre qu'il était confronté à quelque chose de beaucoup plus grave. Ces symptômes ne correspondent pas à une simple indigestion, murmura-t-il à Clara, qui l'assistait avec un dévouement apparent. La dégradation est trop rapide et trop systématique. Je crains qu'il ne s'agisse d'un empoisonnement, mais par quelle substance? Docteur, répondit Clara avec cette déférence parfaite qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. Tous les convives ont consommé le même repas. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans la préparation des champignons. Ces plantes des marécages sont parfois difficiles à distinguer des espèces comestibles. Cette suggestion, prononcée avec une innocence calculée, orienta immédiatement les recherches du médecin vers la piste d'un empoisonnement accidentel aux champignons vénéneux. L'hypothèse d'un acte criminel prémédité ne l'effleurait même pas, tant la gouvernante modèle que représentait Clara semblait au-dessus de tout soupçon. L'agonie de la famille Beauregard s'étala sur une semaine entière, transformant la plantation jadis prospère en un charnier à ciel ouvert où la mort récoltait méthodiquement les fruits de la cruauté séculaire. Un à un, les membres de cette lignée de planteurs s'éteignirent dans d'atroces souffrances qui rappelaient étrangement celles qu'ils avaient infligées pendant des générations à leurs esclaves. Antoine fut le premier à succomber, au terme de 4 jours d'agonie qui le virent perdre successivement l'usage de ses facultés physiques et mentales. L'homme qui avait régné en despote absolu sur 200 âmes se retrouva réduit à l'état de loque humaine, incapable de contrôler ses fonctions corporelles et suppliant qu'on abrège ses souffrances. Clara, qui le veillait avec un dévouement apparent, savourait secrètement chaque instant de cette déchéance. « Maître Antoine », murmurait-elle en épongeant son front brûlant de fièvre, « souffrez-vous autant que les esclaves que vous avez fait fouetter jusqu'au sang? Ressentez-vous la même détresse que les mères à qui vous avez arraché leurs enfants ?» Ces questions, posées à voix si basse qu'elles semblaient n'être que des prières compatissantes, révélaient enfin à l'homme mourant l'identité de son bourreau. Mais Antoine n'avait plus la force de réagir, ni même de comprendre pleinement l'ampleur de la vengeance qui s'abattait sur sa famille. Augustin et Anatole suivirent leur père dans la tombe, emportés par cette même lente destruction de leurs organes vitaux qui transformait leurs derniers jours en calvaire interminable. Le fils aîné, qui avait violé tant de jeunes esclaves en toute impunité, gémissait maintenant comme un enfant en réclamant sa mère. Justice est enfin rendue, pensait Clara, en contemplant ces spectres de l'arrogance patriarcale, réduits à l'état de loques sanglotantes. Chaque larme que vous versez lave une parcelle de la souffrance que vous avez semée. Madame Céleste et ses filles résistèrent plus longtemps, leur constitution apparemment plus robuste leur permettant de lutter quelques jours supplémentaires contre l'inexorable progression du poison. Mais elles aussi finirent par s'éteindre, emportant avec elles les secrets et les mensonges sur lesquels reposait l'édifice de leur supériorité factice. La petite Adélaïde fut la dernière à mourir, et sa fin bouleversa même Clara, malgré sa détermination vengeresse. Cet enfant de 16 ans n'était coupable que d'être né dans un système qu'elle n'avait pas choisi, et ses derniers mots, un appel désespéré à sa gouvernante bien-aimée, résonnèrent longtemps dans la conscience troublée de la meurtrière. Les invités badauds, victimes collatérales de cette justice implacable, périrent également selon le même processus inexorable. Leurs corps furent rapatriés vers Bâton Rouge dans des cercueils scellés, officiellement victimes d'une épidémie mystérieuse qui avait frappé la région de Natchez. L'enquête menée par les autorités locales conclut, comme Clara l'avait prévu, à un empoisonnement accidentel causé par une confusion entre champignons comestibles et amanites phalloïdes. La réputation irréprochable de la gouvernante, son dévouement exemplaire pendant l'agonie de ses maîtres, et l'absence totale de mobile apparent écartèrent définitivement tout soupçon de sa personne. Cette pauvre Clara,
déclaraient les dames de la bonne société de Natchez. Elle a tout fait pour sauver cette famille qu'il avait élevée comme sa propre fille. Quelle tragédie que cette erreur fatale dans la cueillette des champignons. Officiellement affranchie par le testament d'Antoine Beauregard, qui reconnaissait ses loyaux services, Clara hérita d'une petite rente qui lui permettait de vivre modestement mais dignement. Elle s'installa à Natchez sous le nom de Clara Freeman, devenant l'une des nombreuses femmes de couleur libre qui constituaient une classe intermédiaire dans la société sudiste. Mais cette liberté légale ne lui apportait pas la paix intérieure qu'elle avait espérée. Les fantômes de ses victimes, et particulièrement celui de la petite Adélaïde, hantaient ses nuits d'insomnie et de cauchemars récurrents. La justice qu'elle avait rendue s'accompagnait d'un prix psychologique qu'elle n'avait pas anticipé. La plantation Bellevue fut vendue aux enchères pour éponger les dettes considérables de la famille défunte. Les esclaves survivants furent dispersés aux quatre vents, vendus à différents maîtres selon les aléas du marché humain. Samuel, Esther et Josiah, qui avaient réussi leur évasion, disparurent définitivement dans les méandres du chemin de fer clandestin qui menait vers les États libres du Nord. Seule maman Brigitte resta sur la propriété, rachetée par les nouveaux propriétaires qui appréciaient ses connaissances en médecine traditionnelle. Elle mourut paisiblement quelques mois plus tard, emportant avec elle les derniers secrets d'une résistance séculaire et le souvenir de cette vengeance parfaite qu'elle avait contribué à orchestrer. Clara lui rendit une dernière visite sur son lit de mort, et les deux femmes échangèrent un regard qui valait toutes les confessions. « Tu as bien fait, petite », murmura l'ancienne d'une voix à peine audible. « Nos ancêtres peuvent enfin reposer en paix. La dette est payée. » Ces mots constituèrent l'absolution que Clara recherchait inconsciemment. Elle comprit alors que son acte, malgré son caractère terrible, s'inscrivait dans une longue chaîne de résistance et de vengeance qui remontait aux premiers temps de l'esclavage. Elle n'était que l'instrument d'une justice historique qui dépassait largement sa personne. Clara Freeman vécut encore 40 ans à Natchez, menant une existence discrète mais respectée dans la communauté créole de la ville. Elle se maria avec un artisan libre et eut 3 enfants qu'elle éleva dans l'ignorance complète de son passé criminel. Ses descendants ne surent jamais que leur mère avait été l'auteur de l'un des empoisonnements de masse les plus méticuleux de l'histoire américaine. Elle mourut en 1897, emportant son secret dans la tombe. Seules quelques pages manuscrites, retrouvées des décennies plus tard dans ses affaires personnelles, révélèrent la véritable nature des événements de Bellevue. Ces confessions, rédigées dans ses dernières années avec la lucidité implacable de celle qui fait le bilan de son existence, constituent aujourd'hui l'unique témoignage de cette tragédie parfaitement orchestrée. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire terrifiante? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous et partagez avec ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Car parfois, la justice prend des chemins que la loi n'ose emprunter. L'histoire de Clara de Natchez nous rappelle que derrière les façades respectables de l'aristocratie sudiste se cachaient souvent des tragédies humaines d'une ampleur inimaginable. Cette femme, réduite en esclavage, mais dotée d'une intelligence exceptionnelle, avait réussi à retourner contre ses oppresseurs les armes mêmes de leur domination. La confiance aveugle, l'arrogance sociale et l'ignorance méprisante. Son crime, d'une froideur et d'une précision chirurgicale, illustre parfaitement cette vérité dérangeante que l'histoire officielle préfère oublier. Les opprimés ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils acceptent en apparence leurs conditions, tout en préparant secrètement leur revanche. Clara Dufresne avait transformé sa servitude en observatoire privilégié de ses ennemis, utilisant leur mépris même comme camouflage pour ses préparatifs homicides. Cette histoire nous interroge également sur la nature de la justice et sur les limites acceptables de la vengeance personnelle. Peut-on justifier un acte aussi terrible au nom des souffrances endurées? La fin justifie-t-elle les moyens quand les voies légales sont fermées aux opprimés? Ces questions, que Clara elle-même se posait dans ses confessions tardives, n'ont pas de réponse simple et continuent de diviser les consciences.
Ce qui reste incontestable, c'est la dimension tragique de cette histoire, où tous les protagonistes, bourreaux comme victimes, sont broyés par un système inhumain qui transforme les êtres humains en marchandises et les relations sociales en rapports de force brutaux. Clara Dufresne ne fut pas seulement une meurtrière, mais aussi le produit d'une époque qui niait l'humanité même de ceux qu'elle réduisait en esclavage. Son histoire, longtemps occultée par la honte et le silence, mérite d'être connue non pour glorifier la vengeance, mais pour comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qui peuvent transformer une gouvernante modèle en empoisonneuse méthodique. Car les Clara Dufresne de l'histoire sont plus nombreuses qu'on ne le croit, cachées derrière le masque de la soumission et attendant patiemment leur heure. La plantation Bellevue n'existe plus aujourd'hui. Ses ruines, envahies par la végétation des bayous, disparaissent progressivement sous les lianes et la mousse espagnole. Mais parfois, disent les habitants de la région, on peut encore entendre dans le silence des nuits d'automne l'écho lointain de râles d'agonie et le murmure satisfait d'une voix créole qui répète inlassablement « Justice est enfin rendue ».